C'est un peu à l'image du système français, c'est-à-dire un millefeuille. Il y a des conseils, des conseils départementaux, régionaux, ensuite nationaux, avec des instances, vous allez voir, qui vont être intégrées dans tout ça. Bon, alors c'est sûr qu'en France, il y a une loi, dite loi de modernisation de l'administration publique, dont le but était de réduire ce millefeuille, ce mammouth qu'était l'administration. Et malheureusement, tout ça a un tout petit peu dégraissé, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui pèse 120 kg, qui a fait un régime et qui a perdu 3 kg. Voilà, on est dans le même système. Et donc il y a eu une loi, la loi du 4 mars 2002. Cette loi du 4 mars 2002 est une loi qui régit actuellement toute la santé publique en France. J'ai eu la chance, moi, de travailler avec Didier Tabuteau qui est un conseiller d'État, énarque, enfin je vous passe sur tout ce qu'il a, et avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans dans le cadre d'une formation, d'un master de politique de la santé, et c'est lui qui a écrit cette loi, de A à Z. Et donc j'ai pu connaître l'envers du décor, je dirais, de cette loi du 4 mars qui régit actuellement toute la santé publique en France. Alors, l'architecture, les compétences des instances ordinales en France ont été réorganisées pour renforcer l'indépendance des fonctions administratives et disciplinaires. C'est-à-dire que l'ancien conseil régional va devenir une instance disciplinaire, simplement. Et on verra que le conseil départemental et le conseil national sont les instances administratives. Bon, avec une juridiction qui est la juridiction d'appel au sein du Conseil national. Donc, si vous voulez, cette loi est appelée la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins. Donc, vous voyez que rien que dans l'intitulé de la loi, on est déjà dans tout ce qui est santé publique, c'est-à-dire ces droits des malades. Le malade devient ce qu'on appelle maintenant en France un acteur de santé. C'est-à-dire, quand on parle des gens qui travaillent dans la santé, on dit il y a le praticien, il y a l'administration, le service public, et il y a le malade. Le malade participe à l'action. On verra les conséquences de tout ça. Et puis, il y a aussi un souci d'indépendance un peu des institutions. Alors, on a vu, ancien conseil régional est devenu une chambre disciplinaire de première instance. Donc on a réduit un peu le mammouth, mais on a laissé quand même un petit quelque chose. Hein. Vous voyez qu'on a du mal en France à vouloir sortir et dire allez, on fait qu'une seule structure et puis on n'en parle plus. Non, on a dit on réduit, on a réduit, mais on a rajouté un petit quelque chose à côté. Et puis il y a au niveau du Conseil national la section disciplinaire du Conseil national. C'est une chambre disciplinaire qui est à la limite une chambre d'appel. Alors, ces 2 nouvelles instances ont des compétences uniquement disciplinaires. C'est tout. Et on verra comment les choses sont très bien séparées. Alors, ceci entraîne une incompatibilité de fonctions, c'est-à-dire que les membres de la Chambre de première instance ne peuvent pas siéger au sein de l'ordre. Si on fait partie de l'instance disciplinaire, on ne peut pas siéger à l'ordre. On est indépendant. Et ils ne peuvent exercer d'autres fonctions que celles-là, que celles dans le cadre de la chambre disciplinaire. Donc, il y a une chambre spéciale, ce qu'on appelle la section des assurances sociales et des chambres disciplinaires de première instance. Section des assurances sociales, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un gros contentieux au niveau de la sécurité sociale en France. C'est-à-dire que, bon, moi qui suis, on est deux experts auprès de la Cour de cassation en France, enfin, moi c'est fini, mais nous étions 2 experts au niveau de la Cour de cassation en France. C'était Patrick Missica et moi-même pour tout ce qui est odontostomatologie. Et donc, la section des assurances traitait de quoi? Eh bien, les gens qui ne codent pas bien ou la sécurité sociale demandaient des remboursements d'indus. C'est-à-dire quelqu'un qui surcotait par rapport à la nomenclature était poursuivi en première instance au niveau de ce qu'on appelle le TAS, le tribunal des affaires de sécurité sociale, et s'il n'était pas content, s'il voulait faire appel, il passait en appel et après il passait en cassation. Et en cassation, nous traitions les dossiers
personnes à qui on demandait, bon, moi j'ai eu des chirurgiens dentistes à qui la sécurité sociale demandait 50 000 euros, 60 000 euros de remboursement d'un dû. Donc c'est cette section des assurances qui est aussi partie. Donc on a vu comment ça se passait. Alors, les fonctions administratives, comme je vous l'ai dit, sont dévolues au conseil départemental et au conseil national. Ça, c'est l'administration, c'est-à-dire l'inscription à l'ordre, etc., etc., etc. Alors, quel a été l'apport majeur de la loi du 4 mars? Eh bien là, l'apport majeur, au niveau du conseil de l'ordre, c'est l'apport, le rôle du préfet, c'est-à-dire du wali, l'équivalent du wali. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un praticien, bon, qui a pour des raisons générales, des raisons pour lesquelles on peut le suspendre, le wali, le préfet, donc, pouvait le suspendre, mais pour une durée maximum de 5 mois. C'est-à-dire, la mesure est ordonnée pour une durée maximum de 5 mois, en cas d'urgence, hein, et lorsque la poursuite de l'exercice expose le patient à un danger grave. C'est-à-dire, le préfet suspend, il informe le président du conseil de l'ordre départemental, qui informe ensuite le conseil régional et la chambre disciplinaire. À partir de là, eh ben, le législateur a envisagé quel type de danger pouvait représenter, qu'on pouvait soulever pour pouvoir suspendre quelqu'un. Alors, premièrement, c'est l'état mental du praticien. Parfois, les praticiens, ils sont dangereux simplement du fait de leur état mental. Ou alors, il peut y avoir ce qui est nouveau, et ça, il faut le mettre en tête, c'est le manquement, un manquement à la compétence. Donc, d'où l'évolution du contrôle sur la qualité des soins. C'est-à-dire que maintenant, contrairement à ce que les gens pensaient, en France, la qualité des soins est contrôlée. Et parmi certains dossiers que j'avais en expertise en cassation, il y avait des plaintes de remboursement d'indus parce que les obturations étaient avec des faux canaux, l'obturation était incomplète, etc., etc. Et donc la sécurité sociale poursuivait les gens pour défaut de qualité de soins. C'est-à-dire ça devient presque un délit. C'est normal quand on paye. Parce qu'en fait, compte en France, qu'est-ce qui se passe? C'est que la sécurité sociale, elle paye. Et du moment où je suis le payeur, quand vous payez, quand vous allez à Marjane acheter un frigidaire, vous payez, vous voulez avoir un frigidaire qui marche. Eh bien, nous sommes dans la même situation. Si vous voulez, on rentre dans ce côté consumériste du XXIe siècle. C'est-à-dire que la médecine est devenue un produit de consommation courante. Et dans la mesure où il y a un payeur entre le praticien, avant il y avait le patient, le médecin. Maintenant il y a une tierce personne. C'est les caisses de sécurité sociale qui sont les payeurs. Et les payeurs ils disent mais moi je veux pour mon argent, je veux pour mon compte. Si vous travaillez mal, moi je ne veux pas travailler avec vous. Et tout doucement vous voyez un peu s'introduire la notion, une notion qui est en train d'apparaître, c'est la notion de qualité des soins qui va être contrôlée. Donc vous voyez que le législateur a prévu les manquements. Et puis, bien sûr, le recours est possible pour le praticien. Par exemple, moi, le préfet me suspend 5 mois, il me dit, voilà, pendant 5 mois, vous êtes, monsieur Malgar, vous êtes fou, on vous arrête de travailler, vous avez 5 mois, j'ai un recours. Le recours, mais je dois le faire très rapidement devant le tribunal administratif, et le juge doit répondre dans les 48 heures. Dans les 48 heures, il est obligé de répondre, c'est-à-dire il dit, vous pouvez continuer, ou nous, on poursuit, on maintient la suspension. Donc on voit, voilà un peu l'architecture, je vais très rapide, parce qu'on pourrait passer rien que sur ça des heures, simplement pour vous dire, un peu planter le décor et le schéma dans lequel les conseils de l'ordre en France sont maintenant amenés à travailler. Alors, on va se dire que quel droit va être applicable? Alors, il y a deux types de droits qui sont applicables. Il y a le code de déontologie, qui est la Bible du praticien, et puis il y a ce qu'on appelle les principes essentiels de la profession, qui sont reconnus sur un plan jurisprudentiel.
La jurisprudence peut dire, ben oui, c'est un principe essentiel ou c'est pas un principe essentiel. Et donc, la violation des obligations déontologiques peut être sanctionnée sur ce double fondement. C'est-à-dire, je peux dire, je vous condamne, enfin moi, Conseil de l'ordre, je vous condamne à partir de l'article 35, 36, 38, 48 du Code de déontologie, ou alors, vous avez violé un principe essentiel de la profession. Donc, je suis doublement contraint. Et donc, à ce moment-là, ça dépasse toutes les codifications particulières, si vous voulez, qu'on peut avoir. Quel droit le Code de déontologie? Le Code de déontologie, il s'impose à tous. Alors, vous pouvez dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, moi, je ne suis pas... De toute façon, le Code de déontologie, il fait partie du Code civil, c'est-à-dire, c'est un code qu'il faut appliquer, et que si moi je ne veux pas appliquer le code de déontologie parce que j'estime que c'est une connerie que ce qui est dit dessus, c'est mon problème, mais je serai condamné. C'est comme si vous dites, je ne veux pas payer mes impôts. On vous dit, monsieur, ne payez pas vos impôts, mais vous allez pas trop. Quand vous les aurez payés, vous reviendrez. Le code de déontologie, c'est la même chose. Il faut considérer le code de déontologie comme la Bible du praticien. Et ceci pour tout praticien qui est inscrit à l'ordre, normalement inscrit à l'ordre, et ceci s'impose à tous les praticiens, même maintenant dans le cadre de la communauté européenne. C'est-à-dire c'est applicable partout. Que j'aille travailler en Belgique, en Suisse, pas en Suisse, non, pas ça fait partie encore, mais en Belgique, en Italie, eh ben, je suis soumis aux normes du code de déontologie. Alors, il s'applique à qui? Ben, à tous les praticiens, mais même aux praticiens qui font des remplacements. Ils ne sont pas soumis à un régime particulier. Celui qui va vous remplacer est soumis aux mêmes règles que vous. C'est-à-dire qu'il ne doit pas déroger à la moindre chose. Une petite question, s'il vous plaît. Une petite question, c'est possible? Pour le code déontologique en Europe, c'est le même? Non, pas encore. Il est en voie d'unification. Bon, comme tout ce qui se fait en Europe actuellement, tout est en voie d'unification. C'est comme on dit, les impôts, ils sont en voie d'unification, mais ce n'est pas unifié. Depardieu, il part en Belgique pour ne pas payer d'impôts. D'accord? Alors que c'est l'Europe. Et que le système fiscal n'est pas encore ficelé totalement. Le code de déontologie, c'est la même chose. On a dit, il faut unifier, il faut que ça soit... Mais simplement, c'est une décision prise, par exemple, en Italie, actuellement, un médecin français peut aller s'installer en Italie. Actuellement, il y a des médecins roumains ou polonais, dans la région de Dijon, il y a des dentistes polonais qui sont venus s'installer. Légalement, ils ont déposé leur dossier, ils sont diplômés, ils se sont installés dans la région de Dijon, ils sont soumis au code de déontologie français. D'accord? Alors, bien sûr, en instance, en attendant, on va unifier. Bruxelles est en train d'unifier tout ça, mais combien ça va mettre de temps? Vous savez très bien que les fonctionnaires, ça travaille tout doucement le matin, pas trop vite le soir. Hein? Voilà. Oui? Pardon? On va arriver. J'ai essayé de réfléchir à tout ce qu'on pouvait me poser comme question. J'ai mis les réponses à l'avance. Bien. Alors, l'article 1 du Code de déontologie dit « Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre ». C'est clair. Le Code fait partie de l'arsenal législatif et a une portée obligatoire. D'accord? Donc on ne faut pas dire « Moi, l'ordre, j'en ai rien à foutre ». C'est vrai, moi aussi, moi, des fois, je dis « Mais je me demande pourquoi je paye à l'ordre. Qu'est-ce qui me fait l'ordre? Qu'est-ce qui m'apporte ?» C'est la loi. C'est la loi. Je ne peux rien. Donc je l'applique. Voilà. Et il revêt, puisque le Code de déontologie, il revêt la forme d'un décret signé par le Premier ministre. Donc au-dessus, vous savez que ce qu'on appelle les normes législatives, c'est quoi? C'est le règlement, c'est le décret, c'est la loi, et après c'est la Constitution. Donc le décret est supérieur au règlement. La loi est supérieure au décret et les règles constitutionnelles sont supérieures à la loi. Et puis après, vous avez quoi? La Constitution 1946, la Charte des droits de l'homme et du citoyen, qui est la base de la Constitution.
Donc voilà ce qu'on appelle la hiérarchie législative. Alors, quel droit applicable? Le législateur a souhaité marquer au Conseil de l'ordre une exigence de confiance. C'est-à-dire, le législateur a dit, moi, je fais confiance à la profession, je vous donne l'outil pour réglementer tout ça, pour régir et gérer tout ça. Et c'est vrai que pourquoi le législateur a voulu ça? Parce que quand on réfléchit un peu, il faut se poser la question, pourquoi il ne le fait pas pour toutes les professions? Pourquoi il ne le ferait pas pour les marchands de cacahuètes? Pourquoi il ne le ferait pas pour ceux qui vendent des frigidaires? Pourquoi il ne le ferait pas pour ces gens-là? Parce que les praticiens, en général, qui sont dans la médecine, supportent des risques que ne connaissent pas d'autres professions. On est contraint. Moi, si c'était à refaire, si je veux avoir une nouvelle vie, je ne ferai pas médecine. Ah oui. Moi, j'ai dit à mes enfants, quand ils étaient en âge de faire des études, je leur ai interdit de faire médecine. Parce que comme j'étais dans des instances et je savais comment les choses allaient évoluer, je ne voulais pas que mes enfants vivent quelque chose de contraint. Ce n'est pas la profession médicale en elle-même qui me désintéressait, parce que j'ai quand même fait presque 50 ans dedans. Mais c'est toutes les contraintes qui se sont accumulées, et moi je les ai connues toutes. Moi j'ai connu toutes les réformes depuis l'année 62. Réforme universitaire, réforme du code déontologie, réforme des ordres, réforme de la profession, réforme de tout. Et j'ai terminé là avec les dernières réformes. Donc si vous voulez, l'évolution s'est faite vers une demande vis-à-vis des praticiens qui est beaucoup plus exigeante en termes de quoi? En termes de qualité, en termes de guérison. Les gens, quand vous ne les guérissez pas, ils vous disent mais pourquoi vous ne guérissez pas? Simplement, il faut leur faire comprendre. Mais ça vient du fait que nous, universitaires, je donne les universitaires en général, on a voulu donner à la médecine un côté scientifique. Or, la médecine n'est pas une science. Quand on était au bac, en philo, on nous a appris que la médecine était une science expérimentale. Claude Bernard. Ah, tiens, quand on jugeait avant, quand les gens faisaient médecine, ils sortaient des classes de philo, des classes... Maintenant, si on n'est pas un matheux et un physicien, on ne peut pas rentrer en médecine. Bizarre. Comment ça se fait? Parce qu'on a voulu donner à la médecine ce caractère scientifique. Or, les mathématiques, c'est facile. J'ai un Barcelo et un Barcelo, ça me fait 2 Barcelo. En médecine, je prends ces 2 mêmes Barcelo et je les mets ensemble, ça me fait 75. Et puis les gens ils disent, mais pourquoi ça fait 75? Et j'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Parce que je peux opérer 1000 personnes de la même chose, je vais avoir 1000 façons de réagir. Moi, j'ai une intervention que j'ai mise au point, dont je réalisais à peu près 150 interventions par an pendant 30 ans. Regardez ce que ça fait comme masse d'expérience. Et dans cette masse d'expérience, j'ai eu 3 cas qui ont foiré. J'ai pas fait exprès de les foirer. Parce que ma technique, c'est une technique que j'ai mise au point. C'est une technique que je possédais complètement. C'est une technique que je connaissais, qui avait fait ses preuves. Et voilà 3 cas qui ont foiré. Bon, c'était des familles de médecins, comme d'habitude. Dès que vous touchez à quelqu'un à côté, ça... Pardon? Syndrome des pistonnés. Syndrome des pistonnés. Ouais, le syndrome des pistonnés, voilà. Donc si vous voulez, voilà. Donc l'exigence, elle est différente. Et confiance du législateur vis-à-vis du Conseil de l'ordre, c'est de lui donner le pouvoir de prononcer des sanctions, qui est confié à des médecins. Donc ce qui demande à ces médecins-là, qui font partie de ces champs disciplinaires, bien sûr, 1, une notoriété, 2, une honnêteté. Ben oui, parce que vous allez juger des gens, les conséquences peuvent être dramatiques. Pour un gars. Admettons que vous vous trompez ou je juge comme ça parce que sa gueule ne me revient pas, je suis pas dangereux, c'est pas la justice. D'accord? Donc un médecin radié ne relève plus du Conseil de l'ordre. Ça veut dire que tous ceux qui sont toujours inscrits au Conseil de l'ordre relèvent de la sanction disciplinaire, mais du jour où le médecin est radié pour une raison X, il ne relève plus du Conseil de l'ordre, il relève du tribunal correctionnel. Ça, il faut le savoir aussi. Alors, quel droit applicable? C'est que la particularité de ce pouvoir disciplinaire est très étendue. Et le législateur a voulu l'étendre. Il l'a étendu à quoi? Il l'a étendu aux actes de la vie civile.
et même de la vie privée, parce que le législateur a estimé que ces actes de la vie civile peuvent déconsidérer la profession. C'est-à-dire, je suis praticien, je suis installé, je travaille, je vends de la drogue, et bien je peux être sanctionné, en dehors de la sanction pénale et tout, par la profession. Parce que vous déconsidérez la vie civile. Je suis médecin installé à Fès, et je passe mes nuits dans les boîtes de nuit à me saouler la gueule et à faire la fête. Je déconsidère la profession et je peux être sanctionné sur le plan disciplinaire. Il y a eu des cas en France de jurisprudence ordinale qui ont suspendu des praticiens qui étaient indignes de la profession. Donc cela implique quoi? Cela implique que ça demande de la part du praticien une éducation. Malheureusement, comme je l'ai dit plusieurs fois dans certaines conférences, c'est que dans les universités, on n'éduque plus les gens. Et oui. Et que moi, mon objectif dans le projet que j'ai à faire, c'est d'éduquer les gens. C'est-à-dire que l'enseignement de l'éthique et de la déontologie va être enseigné de la première année à la dernière année. C'est-à-dire, c'est 5 ans, c'est un clou que je vais enfoncer pendant 5 ans. Enfin, que je vais faire enfoncer, moi je serai un spectateur. Que je vais faire enfoncer pendant 5 ans. Pour moi, l'éthique et la déontologie est l'élément clé, c'est-à-dire qu'il faut que tous les jours l'étudiant, il apprenne ça. Comme quand il est chez le site. La même chose. L'éthique et la déontologie, voilà, c'est clair. Donc l'étendue de ce pouvoir marque la spécificité du contentieux ordinal. Donc vous voyez qu'on est au-delà du procès pénal, parce que le juge pénal ne peut réprimer qu'une infraction. C'est-à-dire qu'il faut que l'infraction soit caractérisée. D'accord? Or, ces infractions ordinales, je dirais entre guillemets, ne sont pas prévues au code pénal. Donc il faut bien les sanctionner par un autre biais. Donc le législateur a transféré ça à qui? À la justice ordinale. D'accord? Mais le juge ordinal peut justement sanctionner un manquement, même qu'il n'est pas prévu au code de déontologie, parce qu'à la limite, le gars qui se saoule la gueule tous les soirs, qui déconsidère la profession, il va dire, mais c'est pas marqué dans le code déontologique, il ne faut pas se saouler. Son avocat, en l'occurrence. Mais le juge a le pouvoir donné par le législateur de sanctionner, même si ce n'est pas prévu au code de déontologie. Donc vous voyez que le pouvoir disciplinaire ordinal a pris de l'ampleur. Et donc, et bien sûr, tout ce qui est contraire à l'éthique et à la morale professionnelle. Alors, bien sûr, je ne rentrerai pas dans le cadre de l'activité professionnelle où il faut aussi avoir une éthique. Nous verrons tout à l'heure que l'ordre est là aussi pour régler les problèmes d'animosité entre les praticiens. Alors, quel droit applicable toujours? Le juge disciplinaire est tenu par les termes de la saisie. C'est-à-dire, le juge disciplinaire, je viens devant le conseil de l'ordre disciplinaire, la chambre disciplinaire, je porte plainte contre M. Tartampion pour ça, mais je ne peux pas étendre les termes de cette saisie. Le juge ne peut pas aller au-delà. Il doit rester cantonné dans les termes de la saisie. Et puis surtout, ce qu'il y a d'important, et ça c'est dans le droit, dans le code de procédure civile français, et dans tous les codes de procédure civile, ce qu'on appelle le droit au contradictoire. Le droit au contradictoire, c'est un élément très important qui peut faire casser un jugement ou une expertise. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une expertise, il faut obligatoirement convoquer les deux parties par lettre recommandée avec l'accusé de réception. C'est pas, ah ben non, je vais téléphoner. C'est pas ça. C'est lettre recommandée avec l'accusé de réception et on fait l'expertise. C'est comme la saisie au niveau de la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre. Si par exemple, je viens porter plainte auprès du Conseil de l'ordre de Meknès, ben, il doit avertir la partie adverse. Comme quoi, il va y avoir un jugement pour ça, et qu'il vienne s'exprimer. Alors, soit il vient s'exprimer, soit il envoie son avocat. En général, bon, les gens prennent un avocat pour les représenter. Donc, il faut dire que dans ce cas-là, si la chambre disciplinaire est saisie sur le fondement du code de déontologie,
l'appréciation du comportement peut excéder cette limite. C'est-à-dire que je porte plainte contre vous sur le fondement du code de déontologie, mais si le juge découvre dans le dossier un élément supplémentaire, à ce moment-là, il peut le relever, la justice pénale peut le relever, d'accord, pour expliquer la légalité des sanctions. Parce que sinon, le gars, il va recevoir une sanction, puis il va dire, mais attendez, moi je suis venu que pour ça, mais vous m'avez mis une sanction qui correspond à deux choses. Donc il faut qu'il soit au courant. C'est-à-dire qu'on est toujours là dans le principe du contradictoire complet. Alors, je dirais qu'il appartient à l'ordre de dire la déontologie. Donc, si vous voulez, pour résumer cette première partie, on voit qu'on a une pyramide complexe, que le législateur a donné des pouvoirs à l'ordre qui sont importants, ce qui implique que les gens qui sont au Conseil de l'ordre doivent être des gens intègres, c'est-à-dire que, comme je dis à mes collègues en France, il faut balayer devant sa porte avant d'accéder à des fonctions de ce type-là. Et quand on est juge disciplinaire, ça augmente encore le trou, puisque maintenant la loi interdit qu'on soit membre du Conseil de l'ordre, membre du syndicat, et en même temps juge disciplinaire. Quand on est juge disciplinaire, on peut assumer que cette fonction-là, c'est-à-dire pour assurer l'égalité de chance, comme on dit dans la justice, l'égalité de chance, et puis l'application du principe du contradictoire. Alors, le contentieux au niveau du Conseil de l'ordre, c'est un contentieux autonome. Il est autonome par rapport à la faute pénale et par rapport à la faute civile ou administrative. Vous savez qu'il y a trois formes de justice. Il y a la justice pénale, c'est-à-dire je vous tire une balle dans le pied, là je relève de la justice pénale. La justice civile, je suis praticien, j'ai extrait une dent de sagesse, j'ai fait une fracture, le patient me poursuit, c'est la justice civile. Et puis, je travaille dans un hôpital, je suis praticien dans un hôpital, et j'opère quelqu'un et il meurt, je relève de la justice administrative. Donc voilà les trois justices sur lesquelles vous, par exemple, praticien privé, vous ne relevez pas de la justice administrative, en cas de pépage. D'accord? Alors, ce contentieux autonome, je dirais, il y a des conséquences spécifiques qui marquent les particularités du contentieux disciplinaire. En effet, il est fondé sur des faits fautifs, mais on peut avoir en même temps une action pénale et une action ordinale. C'est-à-dire le fait d'être poursuivi en pénal auprès au tribunal n'empêche pas, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un contentieux autonome, n'empêche pas que la faute ordinale, le contentieux ordinal se poursuit. Les deux vont de pair. Et on ne fait pas les deux en même temps. Alors, bien sûr, de temps en temps, comme on le voit, il y a des... Par exemple, quand on est en même temps que le pénal, il y a de l'ordinal, l'ordinal, souvent, ralentit son instruction. Pourquoi? Parce que dans le pénal, il y a un juge d'instruction qui est nommé. Or, il y a le secret de l'instruction. Donc, vous ne pouvez pas dévoiler des choses. Sinon, le jugement est cassé. Donc, souvent, la justice ordinale ralentit sa démarche le temps que la justice pénale fasse ses conclusions. Mais vous voyez que les deux contentieux restent séparés. Et on peut être condamné sur le plan pénal à 5 ans de prison et sur le plan ordinal à 5 ans de suspension. Voilà, c'est la même chose. Il y a une séparation totale. D'accord? Donc on a une indépendance totale des procédures civiles, des procédures pénales et disciplinaires. Donc à partir de là, le Conseil d'État, puisqu'il y a eu des recours, le Conseil d'État, c'est la Cour suprême chez nous au Maroc, le Conseil d'État, lui, a considéré que les deux procédures, parce qu'il y a eu des plaintes contre ça, a considéré que ces procédures étaient normales et souvent la procédure disciplinaire ordinale sursoit statuer en attendant que la justice pénale avance. Et inversement, des fois le juge d'instruction il dit bon, il y a une plainte ordinale, je vais attendre qu'il déblaye un peu le terrain et moi je vais me raccrocher là-dessus. Donc vous voyez un peu, ce qu'il faut retenir, c'est l'autonomie entre les différentes parts. Alors, il faut savoir que sur le plan
disciplinaire, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date qui empêche de porter plainte. C'est-à-dire, je vais porter plainte contre vous dans 5 ans, je porte plainte contre vous. Il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire ça dure toute votre vie professionnelle, tant que vous êtes inscrit à l'ordre. D'accord? Alors qu'en justice civile, en pratique civile, la prescription qui était de 30 ans avant en France est devenue de 10 ans. Elle a été réduite. C'est pour ça que quand il y avait des procès contre les médecins, ben, les médecins étaient tenus de garder les dossiers 30 ans. Alors, vous voyez un peu les archives. Oui. Les hôpitaux ont regorgé de dossiers. Parce que 30 ans dans un hôpital garder les dossiers, vous voyez ce que ça faisait. Donc maintenant, la justice civile, c'est 10 ans. Tout ce qui est au-delà de 10 ans, on détruit. Maintenant, c'est fini, c'est 10 ans. Alors, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore intéressé pour savoir quel est le délai de prescription au niveau de la justice civile. Combien ? 15 ans. 15 ans. 15 là. La prescription 15 ans. 15 ans. Alors donc maintenant, je voulais m'entretenir avec vous de vous décrire un peu quelles sont les fautes déontologiques que l'on peut relever. Quelles sont les fautes déontologiques et celles que vous ne devez pas faire surtout. D'accord? Alors il y a 3 types de fautes. Il y a ce qu'on appelle les manquements aux devoirs généraux. Il y a les manquements envers les patients, qui sont susceptibles d'être condamnés en justice, et il y a les conflits entre praticiens. Donc on arrive maintenant au niveau. Alors, bien sûr, ça serait présomptueux de ma part de vouloir vous établir un catalogue de toutes les fautes que vous pouvez commettre, hein, ou qu'on peut commettre. En fait, en France, le Conseil de l'ordre publie tous les ans un fascicule avec toute la jurisprudence et les poursuites les plus fréquentes. On sait que, par exemple, dans telle spécialité, il y a eu tant de poursuites, voilà tant de condamnations. Alors, paradoxalement, vu le nombre de contentieux qui se sont développés en France, moi je pensais que, ma foi, c'était énorme, que tout le monde était condamné. En fait, il n'y a pas plus de 10% des procédures qui aboutissent à une condamnation. Alors que, lorsqu'on voit ce qui se passe en France actuellement, c'est-à-dire tout le monde poursuit tout le monde. Les gens n'ont rien à faire. Comme j'ai dit, c'est le nouveau traitement social du chômage. Une vision de voir les choses. Mais tout ça pourquoi? Parce que, en France, les gens ont tous des assurances. Je crois que maintenant, l'ordre ici a imposé l'assurance obligatoire pour les praticiens. Je savais qu'au Maroc, il y avait des praticiens qui n'avaient pas d'assurance. C'est encore le cas. Jusqu'à ce jour. Oui. Voilà. Alors qu'en France, vous ne pouvez pas exercer si vous n'avez pas votre assurance professionnelle. Responsabilité civile. Oui. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas exercer. Ça fait partie des obligations. Et l'ordre vous demande toujours le numéro du contrat d'assurance. Voilà. Que vous devez remettre à l'ordre. On remet le numéro de contrat d'assurance. Je suis assuré. En général, tout le monde est assuré sur médical en France. Donc, tout le monde est sur médical. Donc, ça va. Donc, on continue. Alors, les manquements aux devoirs généraux, c'est quoi? C'est d'abord ce qu'on a dit, la violation des principes essentiels. C'est la violation du secret professionnel. Et ça, je vous mets en garde sur le secret professionnel. Parce que la dérive au niveau du secret professionnel est très rapide et très facile. Et puis, il y a la non-assistance à personne en danger. C'est le problème du sida de ce matin. Certains ont soulevé. Un gars qui a le sida qui vient vous voir, et vous lui dites non, je ne peux pas vous prendre. Et s'il a envie de vous en France, il vous poursuit. Hein. Ça va même plus loin. En France, même quand vous savez qu'il y a la couverture médicale universelle, c'est-à-dire la CMU qui est donnée aux gens. Et il y a certains praticiens, notamment dans le domaine dentaire, qui refusent les CMU. Pourquoi? Parce que les CMU, d'abord, ils vous payent au bout de 15 jours, c'est pas dramatique. Et deuxièmement, ils ne veulent pas les CMU parce que ça fait un contrôle fiscal supplémentaire. C'est-à-dire, avec le nombre de CMU que vous traitez, le fisc arrive à faire la péréquation de ce que vous gagnez. Et donc, il y a des dentistes qui ont été condamnés pour refus d'avoir pris en charge un CMU. Ils ont déposé plainte. Or, la CMU, c'est dans la loi hospitalière, enfin dans la loi du 4 mars, donc c'est obligatoire. C'est-à-dire, un CMU qui se présente chez vous, vous devez le prendre.
C'est comme un malade porteur du sida, vous ne pouvez pas dire non, je ne te prends pas. Alors il y a des gens qui tournent la difficulté en disant ouais, oh, je ne peux pas, c'est trop, j'ai trop de monde, il faut venir dans 15 jours, le gars il a un abcès, il ne sait pas quoi faire, il a mal, bon. Donc voilà. Voilà un peu les éléments. Alors la violation des principes essentiels. Juste la condamnation, généralement dans la non-assistance, elle est civile ou ordinale? J'y arrive. Alors, la violation des principes essentiels, ben, c'est dans l'article 3 du Code de déontologie. Si vous voulez, le praticien doit en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité, de dévouement indispensables à l'exercice. C'est clair. Je ne veux pas dire je ne peux pas. L'article 31, c'est tout praticien doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Je continue. Il ne faut pas abuser de la crédulité des patients. Il faut avoir un comportement moral et pas immoral. Et méfiez-vous des faux certificats et des certificats de complaisance. En France, c'est condamnable. Un faux certificat. Un certificat, je viens vous voir et je vous dis, madame, faites-moi un arrêt de travail parce que je n'ai pas envie de travailler pendant 3 jours là. Voilà. Et voilà. Et vous faites le certificat, et vous faites payer le certificat, et puis voilà. Bon, ça relève plus des médecins généralistes qui font ça. Ou alors, quelqu'un, bon, il y a eu les histoires là, même au Maroc, quelqu'un a fait un certificat pour quelqu'un qui avait soi-disant une fracture alors qu'il n'y avait pas de fracture. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, ce sont des certificats de complaisance. Hein. Alors, on n'a pas le droit de cumuler une activité médicale et une activité mercantile. C'est-à-dire, je ne peux pas être médecin et en même temps avoir un magasin. Eh oui. Voilà. Alors, le secret professionnel, bon, il est imposé au niveau de tout ce que vous faites, c'est-à-dire, on dit qu'il n'y a pas de médecine sans confidence, il n'y a pas de confidence sans confiance, il n'y a pas de confiance sans secret. Et méfiez-vous quand vous êtes dans votre cabinet. Moi, je veux démolir quelqu'un, monsieur, un de ses patients vient me voir, il me dit, j'ai été traité, chez monsieur Intel, ah oui, je ne dis rien. Je prends la radio et je fais, ouais. Le gars il commence à dire qu'est-ce qu'il y a. Dites-moi, docteur, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais il faut reprendre le traitement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, tout doucement. Et vous rentrez dans le circuit, et le malade, c'est le malade qui vous amène à violer le secret professionnel. C'est comme vous recevez quelqu'un et vous dites, ah ben, vous savez, j'ai mis des implants à un tel, mais madame un tel, elle a reçu les mêmes, vous pouvez la voir. Vous n'avez pas à dire qui est venu chez vous, vous mettez les implants, il n'y a rien. Donc la violation du secret professionnel est importante, et est importante à respecter. Alors, c'est une fonction d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle permet à tout patient de faire confiance à son praticien, et surtout de protéger tout patient pour toute indiscrétion. Cela s'est posé, par exemple, dans le cas des IVG. Dans le cadre des IVG, il y avait des familles qui ont été voir le médecin, et le médecin a dit oui, votre fille elle est venue pour l'IVG. Il n'a pas à le dire. Parce que normalement la loi exige que quand on fait une IVG, soit la personne est majeure et à ce moment-là elle a tous les droits et elle dit je ne veux que personne ne le sache, ou alors la personne est mineure et elle doit venir avec ce qu'on appelle la personne de confiance, qui signe un papier comme quoi il représente la personne de confiance, et à partir de là, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit à la famille. Maintenant, quand vous recevez une mineure dans votre cabinet, il faut toujours demander la présence d'un majeur avec. Parce que vous faites une tronculaire. La fille fait une syncope, elle tombe dans les paumes, elle meurt dans votre cabinet. Ben, vous êtes condamné. Parce que vous n'avez pas eu l'autorisation des parents pour faire le geste. Donc il faut toujours avoir un majeur avec.
Alors, le problème se pose pour les diagnostics difficiles, pour les diagnostics de cancer par exemple, mais maintenant c'est réglé puisque la loi oblige à faire des réunions pluridisciplinaires où on est obligé, au bout du staff, d'expliquer aux gens ce qu'ils font. Donc ça c'est la loi. Bien, alors, troisièmement, le secret professionnel, il s'applique aux praticiens, mais il s'applique à tous ceux qui travaillent avec vous. Votre secrétaire, votre assistante et tout ça, il faut lui interdire de dire quoi que ce soit. Parce que si votre assistante, par exemple, va dire dans la rue, ben oui, il y a madame Intel qui est venue et puis qu'elle apprend, etc., c'est vous qui êtes condamné. Donc votre assistante et vos collaborateurs sont tenus au secret total de ce que vous faites dans le cabinet. Alors, le problème se pose le contrôle, les médecins contrôleurs, les assurances. Alors ceux des assurances, vous n'avez pas leur dossier. Parce que ce sont des assurances privées. Il faut demander au patient s'il accepte que vous donniez le dossier au médecin contrôleur de l'assurance. Maintenant, si c'est un contrôle de la sécurité sociale, vous êtes obligé. Mais il faut que ça soit un médecin et pas quelqu'un de l'administration. Quelqu'un de l'administration, vous refusez. Dernièrement, dans le secret, le dossier médical. Le dossier médical appartient au patient. Pourquoi? Parce qu'il l'a payé. Il y a des radios, il les a payés, donc ça lui appartient. Quand un patient vient vous dire « je veux mon dossier », vous êtes obligé de lui donner. En France, vous êtes condamné si vous ne donnez pas le dossier médical. Et vous gardez une copie? Ben, vous faites une copie, vous la gardez 10 ans. Sinon, ouais. Et vous pouvez, si vous voulez faire une photocopie, vous pouvez faire même une photocopie, la loi admet, vous faites une photocopie au patient et vous lui faites payer la photocopie, si vous voulez. D'accord. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas lui dire non. Vous devez donner le dossier. Moi, je veux mon dossier. Monsieur, donnez-moi mon dossier. Mon dossier m'appartient. Je l'ai payé. J'ai payé les radios, j'ai payé la consultation. Donc, il ne va pas. Pardon? Alors, la non-assistance à personne en danger, on le sait. Bon, vous devez donc le secours à tout le monde. Le respect de la loi bioéthique, elle dit les attitudes, il faut éviter les attitudes publicitaires. Alors, on arrive aux publicités. Bon, au Maroc, je suis étonné, parce que je vois des publicités qui me... Quelqu'un qui arrive d'Europe, c'est choquant. D'accord? Mais bon, en France, c'est interdit. Mais c'est les publicités. De mettre les publicités quelconques. Vous avez votre plaque terminée. Je vous donne un exemple. Moi, le président du conseil de l'ordre a été étonné quand je lui ai téléphoné il y a 2 jours. Parce qu'il y a une radio qui m'a téléphoné pour faire une émission. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le président du conseil de l'ordre, je lui ai dit voilà, est-ce que vous m'autorisez à faire l'émission? Bien sûr. Hein. Il m'a dit oui, je peux la faire. Alors, la loi en France dit que le président de l'ordre ne peut pas empêcher quelqu'un de faire une émission, par exemple à la télé ou mais il doit être au courant. C'est tout. Et depuis 20 ans, oui, en Italie, c'est comme aux États-Unis. Vous pouvez aller dans des cinémas et faire la publicité sur tout le pays. Donc, si vous voulez, voilà un peu les obligations. Ce qui est interdit aussi en France, c'est le compérage avec un pharmacien. Ce qu'on appelle le compérage avec un pharmacien, c'est le pharmacien qui vous dit, moi je prescris, tu me restournes 10% de ce que je te prescris. D'accord? Si il y a des gens qui ont été condamnés pour ça. Et puis, le problème de l'exercice illégal de la médecine, il se pose, même en France, pour certains, notamment les ostéopathes, encore qu'il y a un statut d'ostéopathie reconnu. D'accord? Oui, il faut savoir que, par exemple, maintenant, vous avez des coiffeuses qui font des injections de botox et de l'acide hyaluronique, de blanchiment. Voilà. Enfin, le dernier élément sur les obligations, c'est l'information patient, mais je crois que je ne vais pas en revenir parce que j'avais déjà fait une conférence là-dessus sur l'information. Bon, le conseil que j'ai à vous donner pour terminer, c'est 1.
le dossier impeccable. Il faut avoir toujours un dossier complet. Mise à jour, quotidienne. Chaque fois que vous voyez le patient, vous me notez quelque chose. Parce que le jour où vous avez un problème avec un patient, une expertise, c'est la première chose qu'on saisit. C'est le dossier. Et c'est à partir du dossier que les experts vont déterminer si un dossier est complet. L'expert va dire l'information a été complète, totale, terminée. Et vous n'êtes pas condamné parce que vous n'avez pas une obligation de résultat, vous avez une obligation de moyens. Pour vous, les chirurgiens dentistes, vous avez un élément supplémentaire par rapport au médecin, c'est que vous avez une obligation de résultat en ce qui concerne les prothèses dentaires. Non, sauf l'orthodontie, je dirais, l'orthodontie esthétique, vous avez une obligation de résultat, mais l'orthodontie dans le cadre de dysmorphose, non. Simplement, vous avertissez vos patients des possibilités, des risques de complications, des risques de ratage, des risques de risalis de dents, etc., etc. Les gens prennent leurs responsabilités, c'est fait. Non mais, comme je vous l'avais dit la dernière fois, le contrat, la relation individuelle est obligatoire, mais à vous de remplir votre dossier. Moi, sur mes dossiers à l'hôpital, au CHU, à Dijon, j'ai dit aux patients cicatrice, cicatrice kéloïde, infection, lâchage de suture, arrêt de travail de temps de jour minimum, etc. etc. Oui, mais il est obligé de le donner. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un dossier type pour les chirurgiens dentistes, les médecins dentistes, ou bien chacun? Non, chacun son dossier. Maintenant, moi, le conseil que je donne aux gens, s'il vous plaît, le conseil que je donne aux gens, c'est, je dirais, d'être vigilant et de faire des dossiers à vous. C'est-à-dire, vous dites, bon, vous savez quelle pathologie vous traitez. Vous avez les extractions, vous avez l'orthodontie, d'accord? Et vous avez la blandologie. En gros, voilà, je dis, et avec la réhabilitation prothétique. Bon, le dossier, quand je prends un dossier d'orthodontie, ben, je me fais mes petits chapitres que je mets, et puis j'ai une copie sur ma table, et quand je vois le patient, ben, chaque fiche en avant, je mets des croix. Voilà comment on peut faire un dossier qui soit bien tenu. Et puis au fur et à mesure, vous rajoutez ce que vous dites au patient, ce que vous lui donnez. Et à partir de là, il ne peut rien vous arriver, si vous voulez, de... Je ne vois pas comment... Oui, il y a un autre problème qui a été soulevé dans la jurisprudence, c'est l'immixtion dans les affaires de famille. C'est-à-dire, l'immixtion dans les affaires de famille. C'est-à-dire que vous êtes praticien, vous suivez une famille et vous commencez à vouloir donner des directives à cette famille-là. Si cette famille se plaint de quelque chose, vous pouvez être condamné par la justice ordinale. Oui. Et oui, c'est très facile, c'est très facile. Hein. On se laisse aller très vite avec ça. Donc la justice ordinale peut vous faire... Alors, le vrai problème, c'est la preuve. Vous savez, et je pense qu'au Maroc, c'est la même chose. La preuve, avant 51, il y a quelques années, la preuve, c'était le malade qui devait apporter la preuve du manque, du fait que le contrat médical n'a pas été rempli. Et depuis 1997, il y a eu un renversement de la charge de la preuve qui maintenant revient au praticien à apporter la preuve qu'il a fait l'information. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un dossier complet. Alors, vous pouvez le faire signer. Moi, j'avais des feuilles pré-signées qui étaient marquées « Je sous-signais Madame Tartampion, certifie avoir reçu des renseignements concernant l'intervention que je vais subir, en toute connaissance de cause, etc., etc. » Puis les gens signaient. Bon, mais ça, c'est simplement, ça permet de présumer de l'information. L'essentiel, le juge, lui, il regarde le dossier. Donc, si vous avez un dossier complet, vous n'avez pas besoin de la feuille. Voilà.